Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH de Bismart. Je suis très heureux de vous retrouver. Émission, vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. En première ligne, tous ceux qui sont face à cette crise. On en parle aujourd'hui avec une coach et elle est sociologue et elle vous aide à gagner en impact. On en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Télétravail, comment permettre, malgré tout, malgré la situation, la transmission d'informations. C'est parfois un casse-tête. On fait le point avec les invités de Welcome to the Jungle. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien avec Yvon Gattaz, le patron des patrons. Il le fut de 1980 à 1986. Il parle d'emploi qui est pour lui la mère des batailles. Il sera avec nous dans le grand entretien du cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, comment négocier son salaire. Ça c'est très concret, pas trop haut, pas trop bas. Le juste prix, c'est même le titre d'une émission. On en parlera à la fin avec Amélie Favre-Guittet. Mais d'abord, en première ligne, c'est tout de suite. En première ligne, tous ceux qui affrontent cette crise, tant le confinement que les difficultés économiques évidemment, comment les accompagner, comment les aider. Nous sommes avec Sandrine Meffray. Bonjour Sandrine. Bonjour Arnaud, bonjour tout le monde. Comment allez-vous ? Ça va bien. Bon, merci. Vous êtes confiné, j'imagine, Oui. Sociologue, exécutif coach, dirigeante du cabinet Allomé, et puis auteur d'un livre dont le titre est très clair, Gagner en impact aux éditions Erol. D'abord, juste avant de commencer pour parler de vos activités, de l'action que vous menez auprès des dirigeants, il y a quand même ce chiffre qui est sorti à travers une étude Médéric Malakoff. Il y a 33% d'augmentation des arrêts maladie de longue durée dans le secteur privé, faut-il le préciser. On va parler d'engagement avec vous. Qu'est-ce que vous inspire ce chiffre qui est terrible pour les entreprises ? Ça m'inspire que pour l'instant, si vous voulez, on n'avait pas imaginé qu'une telle situation puisse arriver, que les entreprises n'étaient pas du tout prêtes, et que ça veut dire aussi que quelque part, il y avait quelque chose qui n'existait pas, une espèce de ciment qui aurait pu permettre probablement à tous ces gens de mieux supporter ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer est très très lourd, psychologiquement et physiquement. Et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, mais c'est vrai aussi que peut-être il y a des choses qui auraient pu être plus fortes, qui auraient aidé les gens à vivre des situations comme ça. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait ? Je pense que justement, les questions d'engagement sont des questions qui sont un peu survolées ou restent un peu superficielles dans le monde de l'entreprise. On a l'impression que l'engagement des gens, c'est juste le fait qu'ils travaillent et qu'ils font ce qu'on leur demande de faire. Et on ne prend pas conscience à quel point ça lie l'organisation et les collaborateurs en termes de réciprocité. Et je pense que dans cette crise, il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre de une sorte de sentiment d'abandon, de rester seul, de ne pas comprendre ce qui se passe. Alors c'est vrai aussi que c'est aussi augmenté par les allers-retours constants de l'information qu'on reçoit avec les choses et son contraire. Mais dans l'entreprise aussi, on a vécu beaucoup d'injonctions contradictoires. Et donc, à un moment donné, ça fait trop. Vous avez créé l'Académie de l'intelligence humaine. Il y a d'ailleurs un site, si on veut évidemment s'y référer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise, trop longtemps, n'a été qu'un outil de production, c'est-à-dire que les hommes étaient au service d'une production et que là, par la crise Covid, par le télétravail, par une forme de prise de conscience presque généralisée, on est en train de remettre l'homme au centre de l'entreprise. C'est ça qui se passe en ce moment et qui est évidemment assez douloureux et difficile à mettre en place ? On peut toujours rêver. Enfin, je veux dire, ça fait des années et des années que des gens qui travaillent autour des ressources humaines disent que, effectivement, l'être humain, c'est une richesse et qu'il devrait être au centre de l'entreprise. Sauf que ça a été beaucoup des mots. Oui, c'est ça. Il devrait. Beaucoup des mots. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, comme coach, quand vous poussez la porte, en l'occurrence de moins en moins, mais quand vous ouvrez votre ordinateur pour faire une visio et d'échanger avec vos clients, par quoi vous commencez ? Vous faites un diagnostic, vous essayez de savoir un peu dans quelle attitude il est, quel est son caractère, la manière dont il dirige ses équipes. Comment on fait ? C'est sûr que c'est toujours important d'avoir un état des lieux, c'est-à-dire essayer de comprendre quelles sont les relations qui existent entre les personnes.
et notamment entre les dirigeants et les collaborateurs et les collaboratrices. D'ailleurs, on est souvent assez surpris parce qu'il y a souvent de bonnes intentions, quelque part. C'est sauf que la façon dont c'est mis en place montre à quel point on est loin d'avoir compris comment fonctionne la relation humaine. Donc en fait, ce qui est intéressant dans votre démarche, au-delà du travail de coaching, c'est que vous y apportez une patte de sociologue, de psychologue. Qu'est-ce que vous amenez en plus? Une dimension, je dirais, plus psychologique, plus invisible? Alors, bon, moi, je ne suis pas psychologue. Il y a toujours de la psychologie dans le coaching. Il y a surtout une compréhension de l'humain, c'est-à-dire comment, quelque part, cette question de l'humain se place tout le temps au centre de toutes les relations qu'on a, et y compris de la relation de travail, et comment, quelque part, il y a quelque chose de la relation qu'on installe qui a forcément une conséquence sur la façon dont les uns et les autres vont s'engager ou travailler ou mettre quelque chose en plus dans leur façon de travailler ou de fonctionner. Donc oui, il y a de l'humain. Maintenant, je ne veux pas prendre la place des psychologues. Les coachs ne sont pas des psychologues. Les coachs, ils travaillent sur le comment et pas le pourquoi. Et comment, quelque part, on peut améliorer cette relation à partir, effectivement, de ce que l'on sait, à la fois des neurosciences, de la psychothérapie, de la psychologie, etc. Ça nous oblige quand même à être assez éveillés et assez au courant. Mais notre travail, ce n'est pas d'aller creuser le fond de ça, c'est de comment, quelque part, on met en place des relations plus saines, plus équilibrées, avec plus de considération, où effectivement l'être humain, la personne humaine, est bien considérée comme une richesse et pas seulement comme une ressource. Eh oui, d'où d'ailleurs le problème de l'intitulé de directeur des ressources humaines qui est très souvent contesté sur notre plateau. Certains disent, mais quel est ce mot terrible de directeur des ressources humaines? Appelons-le des directeurs du personnel, comme ça se disait dans les années 70-80. Est-ce le bon mot? Un dernier mot, Sandrine Meffrey. Vous parlez en sous-titre dans votre livre « Gagner en impact », on vient de l'évoquer, les clés du charisme, du leadership et de l'influence. Comment on fait pour armer un dirigeant, pour justement devenir un leader charismatique? Certains disent, mais ça ne s'invente pas. Ah bah, j'ai pas dit que ça s'inventait, mais j'ai dit par contre que ça se travaillait. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée qu'on a tous en nous-mêmes les facultés d'entraîner des gens. C'est simplement qu'effectivement, ça passe au départ par un travail personnel. C'est-à-dire que ce n'est pas des trucs et astuces, c'est pas faire comme ci, faire comme ça, faire un pas comme ci, dire comme ça, parler comme ça. Non, c'est quelque chose qui va chercher en soi des vraies ressources. Et en ça, je rebondis sur ce que vous avez dit sur les intelligences humaines qui m'intéressent, c'est-à-dire comment on va chercher toutes nos intelligences pour aller vers l'autre. Et comment, quelque part, en allant vers l'autre, on va aussi solliciter ces intelligences. Et là, il y a vraiment quelque chose de personnel, d'intime qui se met en place. Et si le dirigeant ou la personne ne le comprend pas, elle ne peut pas travailler ces dimensions de charisme qui fait qu'à un moment donné, on va amener l'autre à faire des choses, puisque c'est un peu l'enjeu du dirigeant ou du chef d'entreprise, mais aussi parce qu'il en a envie, parce que aussi il s'y sent bien, parce que aussi il a le sentiment que la relation de réciprocité existe réellement. Merci. Ce qui est rarement le cas. Merci Sandrine Meffrey d'être venue nous faire partager en visio, confinement oblige, et bien votre sensation et vos techniques. Gagner en impact, les clés du charisme, du leadership et de l'influence. Et puis vous êtes coach et sociologue. Merci d'être venu dans Smart Job. À très très bientôt. La suite de nos programmes, c'est Working Progress. Alors vous allez me dire, on parle beaucoup de télétravail. Ben oui, on parle beaucoup de télétravail parce que vous êtes vous-même, au moment où vous nous regardez, et ben peut-être en télétravail, chez vous, en train de travailler. C'est un sujet de préoccupation parce que les managers, les dirigeants se disent mais comment je gère mes équipes? On en parle tout de suite avec Jérémy Cléda. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Le télétravail, on en parle, vous le pratiquez, vous le vivez, c'est pas toujours simple. Vous, en tant que collaborateur, cadre, compliqué aussi pour les dirigeants, pour les managers, parce qu'évidemment, ils ont des équipes, comme on dit, atomisées. Jérémy, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. C'est votre invité, on va en parler avec lui. Avec cette question, c'est
comment finalement contrôler, continuer à organiser une entreprise alors qu'elle est atomisée. Oui, exactement. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, on parle beaucoup du télétravail sous l'angle comment s'organiser, quels outils pour travailler ensemble. Mais cette partie-là, c'est qu'une partie du télétravail. Et la question qu'on souhaitait se poser aujourd'hui, c'est comment aussi on peut assurer, même à distance, la transmission des compétences et des savoirs. C'est hyper important pour les nouveaux qui arrivent, mais ça l'est aussi clairement pour ceux qui sont en entreprise et qui ont besoin aussi de l'expérience, du savoir de ses collègues. Parfois, c'est difficile de le faire à distance. On va en parler avec Nicolas Roland, qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes le directeur de la transformation chez Engie et aussi le directeur de l'université interne d'Engie. On imagine que ce sujet de transmission de compétences, de savoir, ça a toujours été un sujet clé pour vous. Comment vous faites pour gérer ça à une période où une partie des salariés ne sont plus à l'entreprise, où habituellement il y avait cette transmission, mais ils sont à la maison? D'abord, bonjour à tous et merci de m'accueillir. En fait, tout d'abord, aussi contradictoire que ça puisse paraître, durant cette période d'éloignement physique, et on a pu le remarquer notamment durant la première partie du confinement, la plupart des collaborateurs nous ont dit qu'on ne s'était jamais autant vus. Donc c'est assez, ça paraît assez contradictoire, mais finalement, on a multiplié les points de contact. On a surtout beaucoup accompagné en fait l'ensemble des managers dans l'entreprise de façon justement à pouvoir leur donner des outils, des pratiques et des méthodes de façon à ce qu'ils puissent justement accompagner et encourager leurs équipes à pouvoir s'exprimer régulièrement. Sur la transmission en tant que telle, c'est vrai que ça reste un sujet qui est assez fort, notamment vous avez cité le cas des nouveaux entrants. Alors on a bien entendu digitaliser l'ensemble de notre processus d'arrivée et d'intégration en fait des nouveaux arrivants, notamment alors, la chose la plus pratique, c'est on leur envoie à chaque nouveau arrivant le matériel nécessaire chez eux de façon à ce qu'ils puissent pouvoir travailler, mais aussi en fait on réunit régulièrement. Donc on fait ça nous tous les 3 mois en fait, par vague de 200 collaborateurs, l'ensemble des nouveaux arrivants autour d'un programme que l'on a virtualisé. C'est un programme d'intégration dans lequel on explique le groupe, on explique le contexte dans lequel on est, on essaie de faire appréhender la stratégie et de faire en sorte par des méthodes virtuelles de créer de l'informel de façon à ce que les gens puissent se connecter. En fait c'est là-dessus le vrai sujet pour nous. Et c'est les leçons tirées en fait de la première période de confinement. C'était bien que l'ensemble des activités qui nécessitaient de la créativité ou qui nécessitaient de l'informel, tous ces modes projets modernes qui sont dits agiles, en fait, ont en fait pâti de la distance créée par le digital et bien entendu par le confinement. Et donc du coup, on a beaucoup travaillé sur ces méthodes-là. Ouais. Justement, parce qu'il y a plein de types de compétences différentes. Il y a un peu ce qu'on appelle les compétences tacites. Vous savez, c'est celles qu'on a du mal à formaliser, à écrire et donc à transmettre facilement à distance. Ce qui est le savoir à être, je sais pas moi, par exemple, savoir gérer un client. Enfin, les choses que les gens savent et qu'on ne peut transmettre que à l'oral au début. Comment vous faites pour gérer cette partie? Est-ce que c'est aussi le but de l'université que vous avez créé en interne? Comment ça fonctionne? En fait, effectivement, il y a 2 sujets qui sont assez problématiques chez nous aujourd'hui et dans le contexte. Alors, on est chez Engie, mais je pense que beaucoup d'autres entreprises vivent ça. Tout ce qui est l'opposé du tacite, c'est-à-dire l'explicite, c'est assez facile. Basiquement, vous expliquer des mathématiques, on peut le faire sans aucun sujet à distance. On a le tacite qui se compose justement de toutes ces notions qui sont de savoir-être. Toutes ces notions de compréhension. Alors, dans les leaders d'aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur la compréhension de soi, quels sont justement les sujets de développement personnel que je dois avoir, mais aussi des sujets de leadership, savoir appréhender ces nouveaux mondes, ou tout du moins cette incertitude continue finalement dans laquelle on fait face aujourd'hui, nécessite de manipuler en quelque sorte certaines compétences qui sont des compétences, ou tout du moins de les maîtriser, qui sont des compétences qui sont assez tacites. Et puis on a le deuxième sujet qui est dans la digitalisation, qui est l'opposé, qui est le geste technique, c'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que par le digital, on soit en capacité de maîtriser des gestes
Si je vous apprends à taper avec un marteau sur un clou, si je vous explique comment le faire, que je tiens le marteau avec vous et que je vous explique comment faire, c'est une chose. Si je vous l'apprends virtuellement, ça sera un peu plus compliqué. Donc du coup, en fait, on a travaillé sur ces deux sujets-là. Sur le deuxième sujet, qui est le sujet du geste technique, on essaie de travailler notamment avec l'ensemble des objets de virtualisation, toutes ces technologies nouvelles aujourd'hui. Et puis, sur les sujets en fait, du leadership, on arrive à travailler par de la simulation, par des entraînements virtuels, en créant des petits groupes. Donc, on travaille, peut-être pas nécessairement travailler sur les outils, mais on travaille beaucoup par petits groupes en virtuel, des groupes réguliers qui font qu'on est en capacité justement de pouvoir faire apprendre ou maîtriser des nouvelles compétences tacites. Nicolas Rolland, là on vient d'évoquer des éléments techniques parce que NJ c'est évidemment des back-office, de services marketing, des gens dans des bureaux, puis c'est aussi des ingénieurs, c'est aussi des gens qui produisent, qui fabriquent. Un mot quand même sur l'engagement des collaborateurs. Est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez ce chiffre, je l'ai cité au début de l'émission, 33% d'augmentation des arrêts maladie longue durée, c'est-à-dire des arrêts de plus d'un mois qui ne sont pas liés au Covid. C'est-à-dire que les salariés qui s'arrêtent disent je m'arrête parce que je me désengage, je m'arrête parce que j'ai mal au dos, je m'arrête parce que je suis fatigué. Est-ce que c'est une inquiétude chez vous, chez NJ ? Alors, je vais répondre à deux temps. La première question, c'est une préoccupation. C'est-à-dire qu'on se préoccupe beaucoup aujourd'hui de la santé des salariés et beaucoup plus dans cette seconde vague que dans la première, dans le sens où on s'aperçoit que dans cette seconde vague, beaucoup de collaborateurs mettent en avant finalement une certaine inquiétude. Alors, elle est liée au fait que c'est la deuxième fois, qu'on ne sait pas s'il va y avoir une troisième ou pas. Elle est liée au fait que la première fois, il y avait une sorte de préoccupation, mais tout le monde vivait la même chose. Il y avait cette sorte un peu d'excitation de se retrouver dans cette situation qui était totalement inconnue. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on voit bien que on voit bien en fait que certains émettent beaucoup plus finalement de crainte vis-à-vis de cette deuxième phase de confinement. Donc, on travaille beaucoup, on a mis en place des cellules, on a mis beaucoup en place de cellules de support psychologique et d'aide. Donc, les collaborateurs sont en capacité de pouvoir appeler ces services-là. Là où on est plutôt intéressé, c'est là où on est plutôt moins inquiet, on va dire, c'est que par rapport à ce que vous dites, je reprends votre mot inquiétude, c'est qu'en fait, on n'a pas de taux d'absentéisme aussi élevé que ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'on est largement dans les taux traditionnels. On a quelques équipes qui effectivement sont plutôt dans une logique de chômage partiel parce que leur activité sur site est arrêtée, parce que nos clients sont à l'arrêt, donc en fait, techniquement parlant, on est à l'arrêt. Mais sur le bien-être des collaborateurs, ça a toujours été notre priorité. C'est pour ça qu'on a beaucoup accompagné les managers. C'est ce que je vous disais en introduction. On a beaucoup accompagné les managers pour qu'ils soient beaucoup en proximité avec leurs équipes et qu'on soit en capacité collectivement de pouvoir sentir ça. Et justement, on en parlait, est-ce qu'aussi une manière de combattre ce risque qui est un peu omniprésent en ce moment, c'est pas justement d'investir dans le développement des équipes ? On sait que d'avoir le sentiment de grandir, c'est un sujet de rétention énorme pour l'entreprise. Est-ce que, pour vous, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ce n'est pas l'occasion, encore plus à distance, de redoubler d'efforts sur la formation des gens, leur donner le sentiment que ce n'est pas des moments perdus ? En fait, exactement. Alors, personnellement, je n'ai jamais considéré que c'était des moments perdus. J'espère parfois, chez soi, on peut être un peu désemparé par ce qui se passe. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Je parlais de la formation, ce n'est pas des moments perdus. Non, le sujet de la formation a été vraiment au cœur de nos préoccupations. D'abord, on s'est donné un objectif assez ambitieux de se dire que d'ici à 2030, on sera en capacité de mettre en place un système qui nous permettra de former 100% de nos collaborateurs à minima une fois dans l'année. Donc, c'est-à-dire donner la chance à chaque collaborateur de pouvoir avoir le droit à une formation une fois par an. Et là, en fait, on a créé un événement de façon à justement donner l'appétit aux gens d'apprendre. Notre vrai sujet, c'est de développer cette culture de l'apprentissage pour permettre à la fois de leur développer leurs compétences techniques et la nécessité de s'adapter aux évolutions de nos métiers, et puis aussi faire face à cette crise qui est un peu imprévue et inconnue. Et donc, on a développé un événement qu'on a appelé le Learning Festival, qui était justement pour donner la nomination, enfin l'utilisation du nom festival avait pour but aussi de donner un peu de fun
dans cette approche-là. On a beaucoup travaillé justement sur l'événementiel pour créer quelque chose qui pouvait donner justement envie aux gens de venir et qui était donc accessible. Merci. Merci Nicolas. Votre événement, une date avant de nous quitter, très court s'il vous plaît. L'événement est passé en fait. Il était au début du mois d'octobre. Très bien. Et le prochain, c'est début du mois de février. Début du mois de février, voilà. Merci Nicolas Rolland, directeur NJ Corporate en charge de la transformation et de NJ University. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est la suite de nos programmes Travailler demain. Et on reste, vous allez le voir, sur le même sujet avec une entreprise cette fois-ci qui accompagne. Jérémy, c'est tout de suite. Travailler demain avec une entreprise, d'ailleurs, vous avez vu, elle a un mot commun avec Welcome to the Jungle. Exactement. Vous l'avez trouvé. Mais c'est fait exprès. Vous l'avez fait Maintenant, exprès. ça va être notre critère. Ah oui, il faut toujours qu'il y ait le mot Welcome à l'intérieur de l'entreprise. Du coup, ça va un peu raréfier nos émissions, mais on va quand même essayer. En tout cas, on parlait des transmissions des connaissances juste avant. Justement, c'est même l'impératif de la société Thank You and Welcome. On est avec Dorothée De Cropp. Bonjour. Bonjour. Vous en êtes la responsable des partenariats de la communication. Oui, exactement. Et justement, c'est ce que vous dites, en tout cas sur votre site, c'est ce que dit l'entreprise. La transmission des savoirs et le partage d'expérience, c'est ce qui fait la réussite de l'entreprise. Comment ça, vous permettez aux entreprises déjà d'en prendre conscience? J'imagine que certaines ne partagent pas ce constat de base. Et comment vous les aidez sur ce sujet? Alors la transmission, c'est très simple, c'est ce qu'on fait tous les jours sans y penser. C'est le fait de transmettre un savoir, une expérience à son voisin, ses enfants. C'est probablement une des activités les plus vieilles du monde, l'oralité. Alors chez Thank You and Welcome, alors d'ailleurs je suis ravie de savoir que nous allons beaucoup plus collaborer ensemble puisque nous avons dans notre... Il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose. Ouais. Et donc chez Thank You and Welcome, nous proposons une solution de structuration, de recueil, de transfert et de partage des témoignages professionnels des collaborateurs et des partenaires des entreprises. Alors, si nous voulons... Concrètement, justement, ça consiste en quoi? On témoigne, on écrit, on dit? Alors, en fait, nous co-construisons en amont, selon le contexte de l'entreprise, un questionnaire Thank You, qui va témoigner, qui va être construit autour de l'héritage professionnel d'un collaborateur ou de plusieurs collaborateurs, dans lequel ces questions vont appeler son expérience professionnelle passée, présente, ses savoirs tacites, les informations, les anecdotes que vous auriez finalement aimé partager finalement autour d'une machine à café, tout en sachant que c'est un point clé qui est écrit nulle part dans l'entreprise, mais finalement qui est majeur. Nous questionnons également sur la vision qu'a la personne de sa mission, son entreprise, et même si elle s'apprête à la quitter, finalement, quel conseil, quel regard elle a sur, pourquoi pas, l'avenir de sa profession. Et vous résumez tout ça ou vous le gardez brut? Alors, nous co-construisons ce parcours avec le service des DRH et les managers. Une fois que ce questionnaire est co-construit et validé, l'administrateur le pousse, invite le transmettant via sa messagerie à participer à un parcours transmettant, donc utilisateur, dans lequel... Anonyme ou pas, excusez-moi, parce qu'il y a parfois des choses un peu intimes, des choses qui se sont passées dans l'entreprise, il y a eu des conflits, il y a eu des joies, mais il y a aussi des conflits. Alors, pas anonyme, puisque la personne s'auto-filme via sa webcam, et elle peut y adjoindre toute documentation technique ou de la vidéo ou un Excel, ou pour éventuellement tout rassembler sur une même question, au même endroit. Et d'ailleurs, on dit souvent que le drame des entreprises, c'est qu'il y a des gens qui ont un savoir énorme acquis au fil des années, et du jour au lendemain, ils partent. On pense qu'on a fait le transfert, mais en fait, on a perdu les 3/4 de ce qui fait un peu l'âme d'un métier ou pas. Est-ce que c'est l'occasion de répondre à ça? Oui, en totalement. Plus, on a l'impression qu'on a beaucoup misé sur l'oralité. Maintenant qu'on peut moins se parler ou différemment, ça veut dire qu'il faut aussi miser beaucoup plus sur l'écrit, la vidéo dont vous parlez, ces nouveaux supports? Alors, on a beaucoup misé sur l'oralité et on se rend compte toujours trop tard que la personne est partie avec ses savoirs
Et, on la rappelle derrière pour lui demander des questions pendant 3 semaines, etc. Alors, soit on la rappelle, soit on laisse les équipes se dépatouiller avec le problème, et on sait que, par exemple... Et on sait que Gilles qui est parti, c'est lui. Voilà, Ouais. on sait qui c'est, mais en fait, il est déjà parti, et soit il oublie, soit il commence à être déjà ailleurs, et il n'a plus la tête à ça. Et donc, pour les équipes qui restent, c'est réellement un moment un peu difficile. Donc c'est créer du patrimoine, en fait. Donc, c'est créer du Ben ouais. patrimoine, du capital connaissance interne de l'entreprise, Eh oui. du patrimoine immatériel, et également accompagner la personne qui va venir après, qu'elle soit une nouvelle personne entrante Bien sûr. ou quelqu'un qui reprend un certain nombre de missions dans cette sphère de responsabilité. Et par exemple, je me posais la question, par exemple, sur un cas concret, une personne qui, imaginons, qui a fait 10, 15 ans, 20 ans dans l'entreprise, donc qui a un savoir-faire très important, même un savoir-être important. Comment on fait pour l'aider à écrire et à résumer de manière intelligible une si longue expérience? Alors en fait, c'est là tout l'intérêt de notre parcours sur mesure, parce qu'on colle au plus proche du contexte de l'entreprise. Le contexte n'est pas tout à fait le même lorsque vous accompagnez un grand expert qui part après 40 ans en poste dans une même structure, ou un collaborateur qui est resté peut-être 2-3 ans mais sur des aspects très techniques, ou encore des stagiaires qui ont fait leur première expérience. Donc c'est pour ça qu'on a un parcours adapté sur mesure. Nous avons des banques de données de questions qui sont construites dans une démarche heuristique et également en réponse à l'expérience en ressources humaines de l'équipe. Et nous collons au plus proche de ce que souhaite l'organisation et de son besoin. Très intéressant. Un petit mot sur votre société. Combien de collaborateurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, 3 collaborateurs, un collectif de bienveillants qui nous accompagnent, des équipes dans des grandes écoles qui nous soutiennent également et qui interagissent avec nous sur un certain nombre de cas d'usage. Et puis, on va progresser très vite, d'autant qu'on est plein dans le contexte. Bah oui. Très lié à ça, oui. Oui, Besoin de conserver, besoin de transmettre. Besoin de transmettre et aller au-delà de ça, c'est-à-dire remettre l'humain au cœur du digital, créer des interactions à distance, créer de la proximité à distance grâce à nos questionnaires, grâce à la vidéo. Oui. Et que le digital ne soit pas un frein, mais au contraire un accélérateur, puisque c'est ce que vous portez. C'est exactement ça. Merci Dorothée De Cropp, responsable pôle partenariat et communication de Thank You and... Welcome. Welcome, évidemment, puisque vous partagez ce nom. Merci à Jérémy Cléda de Welcome to the Jungle. Merci à vous, Dorothée, d'être venue sur notre plateau. La suite de notre programme, c'est le Cercle RH. C'est un débat aujourd'hui, non, c'est un grand entretien avec le patron des patrons. Il le fut de 80 à 86. Son fils le fut, lui, à la tête du MEDEF. Nous accueillons dans quelques instants Yvon Gattaz. Il sort un livre, L'emploi, 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 et il nous fera partager, évidemment, son regard sur cette crise Covid et sur l'économie en général. Restez avec nous, c'est dans quelques instants, après cette pause. Le Cercle RH avec aujourd'hui un grand entretien avec Yvon Gattaz. Bonjour Yvon Gattaz. Bonjour. Pour ceux qui ont moins de 20 ans, on va vous présenter dans le détail, mais pour les chefs d'entreprise, vous êtes une figure du patronat français. Vous êtes aujourd'hui membre de l'Institut, vous êtes le premier patron chef d'entreprise à avoir intégré et porté l'épée. Donc c'est effectivement... Et l'habit vert. Et l'habit vert, évidemment. Vous fûtes le patron du CNPF. À l'époque, on disait le CNPF, de 81 à 86. Votre fils, évidemment, Pierre, qui lui a pris la relève un peu plus tard, ça s'appelait le MEDEF. Et puis précisons que vous êtes un entrepreneur. Vous le racontez dans votre livre que je vais présenter. Vous dites, dans un garage du 11e arrondissement, je suis un jeune ingénieur et je crée mon entreprise qui va devenir une très belle ETI de composants électroniques, entreprise familiale, parce que vous incarnez ce patronat-là, ce patronat familial, j'allais dire presque patriarcal. On va y revenir. Et vous sortez ce livre. J'ai cru au départ lire l'Europe, cette célèbre phrase de De Gaulle qu'il avait prononcée. Donc vous dites l'emploi, l'indispensable révolution, chez Jacques-Marie Lafon. Ça, c'est votre dernier livre. Vous avez écrit plein d'autres livres, notamment vos échanges, on va en parler avec François Mitterrand, c'est un livre qui est sorti en 99, où vous avez été le patron des patrons qui avait fait face en 81 à François Mitterrand et à ses nationalisations. D'abord, pour rester un moment dans l'actualité, nous sommes tous comme citoyens, comme chefs d'entreprise, confrontés à cette crise Covid. C'est du jamais vu, c'est totalement historique ce que nous vivons là. Vous qui avez un regard, je dirais, d'un demi-siècle sur le patronat et l'histoire de ces crises.
Ah, vous avez tout à fait raison. L'année 2020 est une année annus horribilis, comme disait la reine d'Angleterre. Non, c'est vrai qu'on n'a jamais connu, même sur le plan économique, qui m'intéresse beaucoup depuis la création de Radial en 1952 que vous avez signalé. Je n'ai jamais vu d'année aussi horrible. Nous avons eu des hauts et des bas. L'entreprise est faite pour avoir des hauts et des bas. Et la qualité de l'entrepreneur, c'est justement cette résistance à l'épreuve. S'adapter. S'adapter. Le bon chef d'entreprise, le meilleur chef d'entreprise, c'est celui qui s'adapte aux circonstances, même les plus tragiques. Même dans ce contexte où un État dit on ferme, on arrête. Mais remarquez que même en 2020, nous avons eu une résistance des entreprises françaises tout à fait exemplaire. Je les suis de très près. J'ai créé un mouvement, vous savez, qui s'appelle maintenant le METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Vous avez créé Éthique, il faut le préciser, il y a longtemps. Mais il y a longtemps. C'était votre première... mouvement éthique pour donner une espèce de morale et d'éthique à l'entreprise française. J'ai écrit ça en 1976, c'est vous dire que j'étais effectivement un précurseur, comme disent mes amis, et Gattaz a toujours 20 ans d'avance, peut-être un peu exagéré, mettons 10 ans. En tout cas, vous étiez le défenseur des PME, des petites entreprises et des entreprises familiales. C'est important parce que déjà à l'époque, il y avait la bataille des gros groupes et vous disiez, mais attendez, nous, il faut qu'on existe aussi dans tout ça. Et je voulais à l'époque qu'on ait une espèce de morale d'entreprise, car l'entreprise est extrêmement vilipendée. On disait pour réussir, il faut trahir, il faut tricher. C'était honteux. Alors, moi, je me suis révolté là contre. On a créé une affaire avec mon frère dans la parfaite honnêteté. On a créé des entreprises connecteurs électroniques qui ont bien marché. Nous avons grandi par autofinancement. On n'a jamais régi un pays de notre vie. Enfin bon. Mais est-ce que chez vous, il y a une inquiétude quand vous voyez le monde, là je parle de la planète, et évidemment en faisant un focus sur la France, vous vous dites on est quand même dans une situation délicate, où vous pensez à travers votre histoire, votre expérience, qu'on a cette résilience, qui est un mot un peu galvaudé, mais on a cette capacité, chef d'entreprise, à relever le défi, ou est-ce qu'on ne va pas le relever Tout à fait. On va le relever magnifiquement. Magnifiquement. Non, les entreprises françaises sont des entreprises extraordinaires. Elles se sont recroquevillées dans leurs coquilles, elles ont fait le gros dos, comme le hérisson, elles ont évité au maximum de licencier. Vous savez, il y a dans les entreprises, et surtout dans les entreprises ETI familiales, il y a un esprit de famille qui règne, et il y a un attachement jamais avoué, des entrepreneurs avec leurs salariés. Et ils font tout pour les conserver dans les périodes difficiles. Alors cette rémanence est quelquefois considérée comme coupable par les grands financiers américains qui disent qu'un chiffre d'affaires baisse, on baisse les effectifs en proportion. C'est vrai. Moins 20% de chiffre d'affaires, moins 20% d'effectifs. Ça existe aussi en France. Certaines non, l'ont fait. très peu. Au contraire, en France, nous avons ce que j'appelle une surfusion des effectifs. Nous maintenons... Il y a trop d'effectifs. Surfusion des effectifs. D'accord. Mais nous les maintenons. Car il y a un attachement, et en plus on conserve des talents dont on aura peut-être besoin au moment de la reprise. Dans votre livre, c'est intéressant, l'emploi. Vous évoquez la crise des Gilets jaunes. Évidemment, vous ne pouviez pas avoir la plume qui glisse jusqu'à cette crise Covid qui nous est tombée dessus en mars dernier. Juste un petit mot sur la philosophie économique. Vous êtes à l'Institut, vous avez souvent de bons mots, d'ailleurs, vos amis disent que vous aimez les bons mots. Il y a quand même un front renversé pour le ministre de l'économie, qui est un homme plutôt libéral, de droite, et qui aujourd'hui mène une politique, alors on va y revenir, mais de nationalisation des salaires. Enfin, c'est quand même une situation étrange, non ? Écoutez, il fallait sauver l'emploi, il fallait sauver les entreprises. Moi, je ne suis pas pour la tutelle de l'État. Et je dis à tous mes jeunes, en particulier dans ma fondation qui s'appelle Jeunesse et Entreprise, que je mène... Start and Up. Et puis alors, Start c'est bien, Up c'est mieux. Ça, c'est votre punchline. C'est le prix Yvon Gattaz qui sera remis le 4 février prochain à l'école centrale supérieure. Ça ne vous choque pas qu'on mène une politique, vous qui avez souvent été critique à l'égard d'un État harceleur, un État qui taxait trop, qui avait des charges trop élevées, vous le dites dans ce livre. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un État quand même très jacobin, très centralisateur, interventionniste. C'est vrai. Nous demandons sans arrêt, moi aussi, libérer l'entreprise. La meilleure façon d'aider l'entreprise, c'est de lui enlever des impôts.
C'est la meilleure façon de libérer, desserrer le corset des contraintes. La France est le pays qui, effectivement, en étant le plus protecteur et le plus contraignant, en particulier dans le droit social, c'est effrayant à quoi on est arrivé. Mais rien n'a changé depuis 81 finalement. Pas grand-chose. Pas beaucoup, pas assez en tout cas. Mais il y a de la bonne volonté. En ce moment, je constate qu'il y a une extraordinaire bonne volonté pour aider les entreprises sans les maintenir jugulées. Et ça, c'est formidable. C'est un état d'esprit nouveau, faire confiance à l'entrepreneur pour qu'il se débrouille lui-même. Alors, par contre, en revanche, quand une entreprise est en grande difficulté, en particulier pour l'emploi, en particulier... Je pense à Bridgestone dans l'actualité, un groupe japonais qui, d'un trait de plume, va supprimer 836 emplois. Alors, donc, c'est ça qu'on veut éviter. Alors là, je comprends très bien, je supporte et j'accepte, et même je demande que l'État nous aide. Donc, il ne faut pas dire on refuse l'aide de l'État au nom de la liberté d'entreprendre. C'est stupide. Il faut que l'État apporte son aide quand elle est nécessaire. Ce qui est le cas aujourd'hui. Mais oui. Au risque d'un très gros endettement. Eh oui. Au risque d'un très gros endettement. Eh oui. Il faut l'accepter. Eh oui. Vous savez, pour les jeunes, par exemple, nous disons à tous les jeunes, en particulier à Jeunesse Entreprise, n'acceptez pas l'assistanat. Vous l'évoquez longuement dans ce livre. Mais oui. Un travail mérite salaire, un salaire mérite travail. Tout salaire mérite travail. C'est ma devise que j'ai lancée il y a déjà 25 ou 30 ans. Je la martèle. Tout salaire mérite travail. Donc vous dites que notre modèle est trop... Et quoi contre l'assistanat, il n'y a rien de pire, vous savez, qu'un jeune assisté qui n'a pas envie de travailler. Il y a en France, malheureusement, je le raconte dans mon livre, une catégorie que j'appelle les ni-ni-ni. Exactement. Ni formation, ni emploi, ni stage. Ni stage. Donc il est perdu. En anglo-saxon, on les appelle les NIT. Or, ces jeunes, c'est dramatique. On ne sait pas combien ils sont. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas ce qu'il faut. On ne sait pas comment ils survivent. Ils ne se manifestent pas. Ils ne s'inscrivent même pas à Pôle emploi. Les ni-ni-ni. Ça, c'est le halo le plus négatif du chômage. Une génération perdue, une génération sacrifiée. Une génération perdue. On ne sait pas comment on pourra les rattraper. Et ces ni-ni-ni, il faut qu'on s'en occupe. C'est un des points principaux de ce livre. De mon livre, l'emploi. C'est la jeunesse dont vous parlez. Pas. Du haut de vos 95 ans, je peux dire votre âge. Oui, vous tournez vers ces jeunes et vous dites soyez entrepreneurs, prenez votre destin en main. Absolument. C'est ça que vous leur dites. Écoutez, je prône la création d'entreprise depuis toujours, depuis que j'ai créé moi-même cette entreprise radiale avec mon frère Lucien en 52. Après, je me suis mis à Paris, dans le 11e, c'est ça Et oui. Alors, j'ai écrit le premier livre, vous savez, sur la création d'entreprise qui n'a jamais existé, le tout premier livre, Les Hommes en gris. Je l'ai écrit en 69, il est sorti en janvier 70, et c'est un peu la plus petite Bible de la création d'entreprises nouvelles par des jeunes. Dans votre livre, vous parlez de l'emploi. Vous dites qu'il y a évidemment un énorme effort à faire en matière de formation, encourager les jeunes à pouvoir prendre le chemin de la création d'entreprise. Parce Tout à fait. Vous dites d'ailleurs, c'est assez paradoxal, il ne faut pas pointer les jeunes du doigt, parce qu'ils sont assez entreprenants, ces jeunes. Ils ont envie de créer leur boîte. Mais oui. C'est intéressant, ça. On a souvent tendance à pointer les jeunes du doigt. Alors, c'est ça le mystère. Et vous avez raison de l'aborder, je vous en remercie. À la vérité, en France, on a longtemps cru pendant des décennies, peut-être des siècles, qu'on ne pouvait avoir des postes intéressants qu'en fonction des études qu'on avait faites. C'était l'intelligentsia, mais les études, ça relève des qualités psychologiques de réception, c'est-à-dire vous êtes apte, vous avez les 4 vertus de réception, la compréhension, oui. l'analyse, la fait les choses bien, et la mémoire. Et avec ça, vous êtes premier à tous les concours. Et après, avec ça, on vous dit, vous êtes capable de diriger toutes les entreprises. C'est faux. Les qualités. Qu'est-ce qu'il faut en plus alors? Les qualités principales pour être créateur et dirigeant d'entreprise, ce sont les qualités d'émission, l'inverse. C'est l'imagination créatrice. La qualité d'échange. La résistance à l'usure,
le travail en commun, le charisme, l'autorité naturelle. Vous pensez que vous portiez tout ça, vous? Le goût du risque et le bon sens. Vous l'aviez tout ça, Yvon Gattaz? Parce que je précise pour ceux qui nous regardent, vous avez été le patron du CNPF, on parlera de François Mitterrand, je veux vraiment pas qu'on se quitte sans qu'on en ait parlé, mais vous avez fait Centrale, vous êtes un ingénieur. Oui, alors moi je suis... non, mais c'est justement ce qui me permet... C'est intéressant. Ce qui m'autorise de dire, oui. mes confrères qui ont fait des études supérieures comme moi, devraient avoir la modestie de reconnaître que ça ne sert à rien, ou presque rien. Si ça apprend à apprendre, c'est déjà pas mal. Mais non, Ça apprend à apprendre, c'est oui, vrai. c'est énorme. Mais c'est pas suffisant, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Un petit focus sur les gilets jaunes, vous l'évoquez dans ce livre. Vous démarrez votre analyse en disant, la chose est très simple, les chefs d'entreprise étrangers, lors d'un colloque, puisque vous-même vous êtes dans cette salle et vous êtes interloqué par les qualités que tous ces chefs d'entreprise étrangers disent, mais que du bien de la France. Vous vous levez, vous posez une question, vous reposez la question, est-ce que vous n'êtes pas un peu obséquieux, un peu poli? Et on le vous dit, non, pas du tout. Chapitre suivant, les gilets jaunes, la contestation du pouvoir, d'un système, et vous dites en creux que vous ne comprenez pas bien ce qu'ils veulent, puisque d'un côté on a des entreprises performantes, une économie dynamique, et de l'autre on a ces gilets jaunes, que vous n'appelez pas d'ailleurs les gilets jaunes, des personnes qui manifestent. Comment vous l'expliquez finalement ce décalage ou cette incompréhension? Écoutez, en fait, ce n'est pas tout à fait une incompréhension. Les motifs d'incompréhension, les motifs de frustration sont innombrables dans tous les pays, et en particulier en France. Si on veut les cumuler depuis 50 ans, on va tous être horriblement mécontents. Nous pourrions même être des aigris, des revanchards. Bon. Or, ce qui paraît curieux, c'est cette cristallisation. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre 2018 pour que, pour problème, tout explose. Le prix de l'essence et la vitesse limitée sur les routes... C'est vrai, il y avait les 80 km/h, en effet. Déclenche une marée... L'Arc de Triomphe, hein, vous citez. Et qui permettent à des voyous d'aller casser l'Arc de Triomphe. Écoutez, non, c'est pas croyable. Mais nos amis étrangers ne le croient pas. Quand je raconte ça à des amis et des chefs d'entreprise étrangers, ils me disent, mais non... Ils vous disent, mais c'est pas possible. Ce que vous nous racontez, c'est pas possible. Et pourtant, ce que vous nous racontez n'est pas possible, parce que dans notre pays, on a la même somme d'inquiétude. Pourquoi ça s'est brutalement cristallisé? Vous savez, le fameux catalyseur. Quel était le catalyseur? C'est-à-dire le cristal qui tombe dans le bain et qui fait coaguler le métal. Ah, c'est l'ingénieur qui parle. C'est l'ingénieur qui parle. Eh bien, ce catalyseur, moi, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas compris comment des futilités, enfin, des mesures anodines, ou presque, qui d'ailleurs par la suite ont disparu, ont provoqué une marée pareille. Alors vous allez me dire, les philosophes me répondent, mais la révolution, ça a été pareil. En 89, c'était pas les 89 qui compte, c'était l'accumulation. Exactement. Eh oui, depuis des décennies, peut-être même des siècles. Alors c'est vrai que nous avons eu tort de ne pas répondre pendant 50 ans à des préoccupations qui semblaient futiles et qui en fait étaient essentielles. Mais l'irruption du volcan est quand même inattendue. Ces gilets jaunes, cette parenthèse s'est fermée après des mois et des mois de violence. Le Covid est arrivé. Vous dites dans votre livre, la seule solution pour créer de l'emploi, c'est de créer des entreprises. Et bien sûr. Non, parce que c'est un sujet qui va nous amener à François Mitterrand, puisque vous avez eu face à vous un homme accompagné des communistes qui nationalise, qui dit qu'il faut créer de l'emploi public. Vous dites non, il faut créer des entreprises. Et oui, j'ai une petite phrase type, ce qu'on appelle des gattazismes. Et j'ai un gattazisme bien connu depuis très longtemps. Il y a les raffarinades et les gattazismes, c'est ça. C'est ça. Ma multiplication des emplois passera par la multiplication des employeurs. Donc... Ce qui n'est pas aussi évident que ça. Hein. C'est pas si évident que ça. Et il faut créer des employeurs. Et moi, je me bats depuis 50 ans pour créer des employeurs, par bonheur. Je suis relayé par énormément de bonne volonté, des gens aujourd'hui remarquablement intelligents et motivés, qui vont dans le même sens. Alors, moi, je crée un prix, on en a parlé tout à l'heure. Sur ces jeunes, ces start-up. Enfin, voilà. Start, c'est bien, up, c'est mieux. Voilà. Non, mais je leur dis, parce que c'est un prix que vous remettez. Et vous y tenez beaucoup. Mais oui, le 5 février, à l'École centrale Supélec, mais qui a beaucoup de candidats. Et nous brouillons
dans les candidatures, puisque je suis bien sûr membre du jury, nous voyons des candidatures absolument magnifiques. Et donc des futurs chefs d'entreprise et chefs d'entreprise créateurs d'emplois. Qui vont réussir et vont créer... Le test même de la réussite d'une entreprise, c'est bien sûr l'augmentation de son chiffre d'affaires, c'est évident, mais surtout, à mon avis, la création d'emplois et le prix. Et Yvon Gattaz, Start c'est bien, c'est mieux, est basé surtout sur la création d'emplois par ces nouvelles entreprises. Faisons un grand saut en arrière, si je puis me permettre. En 81, vous êtes Monsieur Sérac, l'ancien patron du CNPF, qui avait, pour le resituer historiquement, était plutôt côté Chirac, va disparaître, et vous prenez les rênes du CNPF, et vous vous retrouvez face à François Mitterrand. Pour faire un grand saut, qu'est-ce qui a changé depuis François Mitterrand? Vous êtes face à un homme à qui vous répétez plus de 10 fois, à travers des entretiens en tête-à-tête, vous êtes seul face à ce chef d'État particulier. Il faut baisser les charges. Il faut baisser les charges. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous écoute et il vous dit... Eh bien, écoutez, sans trop de modestie... Vous l'avez converti? Je crois, non. Mais je crois ne pas avoir été totalement inutile. Converti est un mot, ça serait présomptueux. Certains l'ont écrit. Oui, certains l'ont écrit. Gattaz, le précepteur, l'initiateur. Gattaz, le professeur de Mitterrand. Non, c'est exagéré. Soyons plus modestes. J'ai évité le pire. Par les nationalisations? Pas les nationalisations. Je me suis trouvé en face d'un homme qui était cultivé, qui connaissait la littérature du 19e siècle remarquablement bien, qui connaissait ça ne vous servait pas beaucoup à ce moment-là? Mais qui n'avait aucune idée des contraintes de l'entreprise. Oui. Mais alors, ce qui s'appelle aucune, sans modestie, je vous dirais que je lui ai appris l'entreprise. Et il voulait me voir pour ça. Oui. Il ne voulait pas me voir avec des ministres. C'est son professeur, là. À ma première visite, il m'a dit, écoutez, Gattaz, est-ce qu'on peut se voir en tête-à-tête? Alors, je me suis un peu méfié. Je me suis dit, dangereux pour vous, hein, quand même. Qu'est-ce que ça cache? Et dans l'année 82, il m'a reçu 7 fois en tête-à-tête pendant jamais moins d'1 heure et demie. C'est vous dire l'attention qu'il a portée à mes propos. Et de la contradiction, parce qu'il va nationaliser François Mitterrand. C'est pas mon titre de président du CNPF qui l'émouvait beaucoup. C'était le fait que j'étais créateur d'une entreprise industrielle avec des parents enseignants, donc désargentés, parce que j'avais pu faire des études d'ingénieur avec mon frère, qui était également ingénieur, et qu'à nous deux, on a remonté nos manches et lui ai démontré que c'était possible. Et depuis François Mitterrand et les communistes, puisque vous en parlez, il y a quand même eu la semaine des 39 heures, il y a eu l'ISF et il y a eu les nationalisations, dont on a vu les résultats à l'issue de tout ça. Il vous reçoit une dernière fois en 87, me semble-t-il. Et là, vous dites dans le livre qu'il a un peu, enfin, vous dites qu'il a changé, qu'il a évolué. Lui aussi, il a été traversé par ce qu'il a vécu. Je crois vraiment qu'il m'a écouté, et peut-être quelques autres également, mais il m'a vraiment écouté et il a atténué les mesures stupides qu'il avait prises avec le programme commun de la gauche. Il a pris le programme des communistes. Alors, prisonnier de son programme commun. Prisonnier. L'année 81 était une année catastrophique pour les entreprises françaises, pour l'économie française. Nous en payons encore 20 des années. Vraiment après. Ah, mais oui. Mitterrand a été ravageur et a foutu l'économie française par terre. N'est-ce pas? J'ai fait plusieurs livres là-dessus, dont un qui s'appelle Mitterrand et les patrons. Exactement. Je suis peut-être un peu trop sévère, vous me direz. Mais je dois avouer qu'il m'a écouté avec une grande attention. Vraiment. C'était pas pour dire j'ai reçu Gattaz. Il m'écoutait vraiment. Et la meilleure preuve, c'est qu'à la réunion suivante, il me disait souvent, dites donc, mais le mois dernier, vous m'avez pas dit tout à fait ça. Il suivait avec précision, bien sûr. Oui, il avait une mémoire phénoménale. Non, c'était un homme d'une intelligence extraordinaire, d'une adaptabilité reptilienne. Reptilienne. Mais Yvon Gattaz, avant de nous quitter, qu'est-ce qui a changé depuis ces 40 ans et ces rencontres avec François Mitterrand? Est-ce que vous nous diriez aujourd'hui que les Français, que le pouvoir politique s'est réconcilié avec son entreprise? J'ai le sentiment qu'on en parle différemment de l'entreprise aujourd'hui. Moi, je dois dire, on aime plus son entreprise. Avant, c'était un suceur de sang. Aujourd'hui, l'entreprise, elle crée de l'emploi. Il y a des progrès immenses qui ont été faits. Je dois saluer le dernier gouvernant qui vraiment
ont compris et comprennent. Vous parlez d'Emmanuel Macron. L'entreprise Macron, le maire, ce sont des gens de haute qualité qui ont vraiment, à mon avis, compris l'entreprise. Le chômage baissait, faut-il le rappeler, avant la crise Covid, le chômage était en Alors, baisse. je voudrais maintenant les convaincre. Ah là, encore, vous êtes de nouveau reparti sur votre cheval? Ce qu'ils n'ont pas tous compris, c'est l'impératif number one de l'emploi. Oui, vous dites qu'il y a un vrai danger, je dirais, mais endémique, sociologique, presque structurel, de créer un emploi de masse qu'on n'arrive pas à résorber. Pourquoi, en quelques mots? Eh bien, en 2 mots, si vous voulez, l'emploi, premièrement, il est peu connu. Le mot emploi est très peu employé. On a fait une petite enquête privée qui dit que lorsque les politiques emploient 100 fois, le mot inégalité étant à la mode, Mais ils n'utilisent que... Oui, ils emploient 10 fois Ouais. le mot chômage parce qu'il est tragique et 1 fois le mot emploi. qui est le mot positif. Qui est pourtant positif. Or, moi, je voudrais au contraire pousser le côté positif de la médaille, l'emploi. C'est la baisse des charges qui passe par la création d'emplois. Vous êtes toujours sur ce message en disant baisser un peu plus les charges. On est à 44,3. Mais bien sûr, il faut, je vous l'ai dit, libérer l'entreprise, ça libérera les emplois. Le bruit court que l'entreprise ne pense qu'à une chose, réduire ses effectifs. Alors pourquoi? À cause de la productivité Oui. et de la compétitivité internationale. Productivité, c'est partiellement vrai, parce que Jean Fourassier a effectivement bien mis la valeur ajoutée au numérateur, mais il avait mis les heures travaillées, l'emploi, au dénominateur. Oui. Donc c'est d'une simplicité publique. Vous êtes américain, financier, vous achetez une entreprise en France. Si vous diminuez l'emploi du Oui. dénominateur, Bah oui. vous faites monter Monter. la fraction. Évidemment. Et on vous dit, monsieur, vous êtes un très bon gestionnaire parce que vous avez acheté une entreprise qui avait 300 Les cost personnes. killers, on les appelait. On Et les voilà. appelle toujours d'ailleurs. Les killers. Alors, donc, voyez-vous, il y a la productivité qui est un indicateur un peu perfide. Et puis, alors l'autre, qui est, on n'y peut rien, c'est la compétitivité internationale. C'est les La compétitions entre pays. compétition, quand vous êtes en face d'un produit japonais ou surtout chinois qui a la même qualité mais qui est beaucoup moins cher. Fabriqué avec une vous main-d'œuvre perdez bon le marché. Bah oui, bien sûr. Vous perdez le marché, donc vous êtes obligé de vous adapter. L'entreprise est prise dans une sorte d'étau très difficile et elles ont beaucoup de mérite lorsqu'elles créent des emplois et lorsqu'elles gardent des emplois. C'est ce qui se passe en ce moment et je les félicite. Message positif aujourd'hui sur notre plateau avec Yvon Gattaz. Je n'ai pas précisé, lisez ce livre. D'abord, la couverture de ce livre est très belle, si je peux me permettre. Ah bon? C'est une très jolie couverture avec une peinture. Et vous avez écrit employeur, c'était très, très intéressant. Je voulais vous remercier d'être venu. Employeur, membre de l'Institut. Et je vous comparais tout à l'heure en coulisses, mais je vais le dire à l'antenne, au Jean d'Ormesson. Ce qui est Jean d'Ormesson à la littérature, vous l'êtes, vous, au monde de l'entreprise, à l'entrepreneuriat. Vous y tenez beaucoup. Merci Yvon Gattaz. L'emploi, l'indispensable révolution. C'est votre livre. Et puis c'est votre histoire. Lisez les autres livres d'Yvon Gattaz qui racontent aussi des moments de notre histoire économique. C'est bientôt la fin. Yvon Gattaz, vous voulez rester avec moi encore quelques instants. Fenêtre sur l'emploi. Alors on vient des choses très concrètes de l'ancien chef d'entreprise que vous avez été. Comment négocier son salaire? Bah oui, c'est souvent un sujet un peu difficile. On en parle tout de suite. Yvon Gattaz est resté avec nous. Il nous reste encore quelques minutes. Je vous présente Amélie Favre-Guittet, qui vient régulièrement sur notre plateau. Elle a une entreprise, et plusieurs d'ailleurs, de talent management. Elle fait du recrutement. Et elle vient nous donner des conseils, Yvon Gattaz. Alors, je ne sais pas si vous allez les prendre au pied de la lettre, parce que vous avez dû faire quelques recrutements au cours de votre vie chez Radial. Amélie, c'est un sujet intéressant, parce que qu'on soit cadre sup de 45 ans ou jeune, qui va rentrer dans une start-up, ça intéresse Yvon Gattaz. Au moment où on va pousser la porte pour faire cette négociation, on n'est pas dans la discussion, je dirais, B2B sur qu'est-ce que je fais, qui je suis, c'est combien je vaux. Ouais. Bah, fréquemment, l'ayant moi-même vécu, on baisse son salaire parce qu'on se dit en baissant mon salaire, je suis sûr que je vais arracher le poste. On commence pas comme ça. Ah ben non, là on commence déjà par se tirer une balle dans le pied. C'est ça. Parce que si on se propose moins cher que le prix du marché, dans l'œil du recruteur, on va se dire « Ouh, il essaye de me cacher quelque chose, il y a un loup quelque part. Pourquoi Il m'a veut menti se sur le vendre CV. moins cher ?» Voilà, il m'a menti quelque part, ou il y a un truc qu'il ne veut pas me dire. Du coup, je vais creuser pendant l'entretien je vais lui reposer des questions pour savoir un peu pourquoi ils se vendent si peu cher. Donc ça, c'est une première erreur à ne pas faire. Il y a évidemment l'erreur d'être trop bas, ce qui est assez fréquent, je dirais, Ouais. en termes de statistiques. Puis il y a celui, ils existent, qui se met trop haut. Je pense notamment à ce jeune qui sort d'une école de commerce ou une école d'ingénieur, à qui les professeurs ont dit « mais t'es à minimum à temps ».
Et puis il arrive, et puis là, c'est patatras. Ben oui, parce qu'il ne s'est pas renseigné sur le prix du marché. Il n'a pas fait un petit peu sa recherche, il n'est pas allé à gauche, à droite, il n'a pas interrogé d'autres professionnels, il n'est pas allé sur Glassdoor pour regarder un peu les tarifs. Le vrai marché, quoi. Le vrai marché. Chaque année, on a énormément de cabinets de recrutement. Alors, c'est souvent les gros, comme Michael Page, Robert Half, qui proposent des enquêtes avec les salaires qui sont affichés, et donc avec le salaire pour le junior, le médian et un senior. Donc là, ça permet un petit peu de savoir. Vous avez créé votre entreprise, mais vous en avez reçu, j'imagine, au départ. Vous avez eu ces profils de gens qui surévaluaient ou qui se sous-évaluaient. Forcément, vous avez recruté. Vous savez, le recrutement, quand on est chef d'entreprise, c'est une chose particulièrement difficile. Oui. Qui ne s'est pas trompé dans le recrutement? Alors, moi, de mon côté, je suis assez modeste, car j'ai recruté des dizaines ou des centaines de personnes, peut-être même plus, depuis 50 ans. Mais j'avais un truc à moi. J'ai honte de raconter, parce que tout le monde me dit que c'est pas sérieux. Mon DRH faisait le tri. Et m'amenait les 3 derniers candidats. Et ils entraient dans mon bureau l'un après l'autre, et je devais donner mon avis en disant, entre A, B, C et D, B, C, je préfère C, etc. Et là, j'avais un truc à moi qui faisait rire tout le monde. Je disais toujours, je choisis celui qui a les yeux qui brillent. Alors, ça a fait rire tout le monde. S'il y avait eu un peu de vent on m'a jamais pris au sérieux. On m'a jamais pris au sérieux. Ça les yeux qui brillent. Les yeux qui brillent. C'est-à-dire... La passion. Il rentre dans votre bureau, vous voyez dans les 10 minutes s'il est intelligent, intéressé, motivé, actif. Dans les yeux. Quelques minutes. C'est ça, vous le sentez. Ça se sent, les yeux qui brillent. Et moi, j'ai toujours fait comme ça. Alors, on me présentait des curriculums vitae, épais comme ça, qu'il fallait lire et relire, en disant, attendez, et vous, c'était... il a 2 agrégations, donc il sait tout faire. C'est ça. Mais moi, je n'ai jamais été sensible au diplôme. Je dis pas que je crois pas au diplôme, parce que j'en ai passé assez brillamment, pardon et merci, mais... je me suis bien rendu compte que ça n'avait rien à voir entre passer un diplôme, des qualités de réception dont on parlait tout à l'heure, et de diriger une entreprise qui n'existe que d'autres qualités, les qualités d'émission. C'est totalement différent. C'est quelque chose que je dis souvent. C'est passionnant. Le regard, le feeling, les yeux. Le diplôme l'est beaucoup moins. Moi, j'ai souvent le diplôme, c'est bien, ça veut dire qu'il faut lire, écrire et compter. Mais c'est reposer vos tripes sur la table. Soyez vraiment vous-même. Et c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises ne recrutent pas aujourd'hui, c'est qu'ils ne trouvent pas la passion quand ils rencontrent un candidat. Il a l'air très bien sur le papier. Un peu apathique. Pas mal en entretien, mais il lui manque justement cette flamme. Les yeux qui brillent. Et ça, c'est ce qu'on recherche, et très peu de candidats qui veut dire Yvon Gattaz et Amélie, c'est j'ai envie de bosser avec vous, j'ai envie d'être avec vous, quoi. Il y a quelque chose qui n'apparaît pas, qui n'est pas une vertu répertoriée, c'est la chaleur humaine. Ben oui. Il y a des gens qui sont spontanément charismatiques. On sait qu'ils vont entraîner leur équipe. Mais bien sûr. Ils sont excellents. Vous leur donnez une équipe de 2, 3, 4, 5, 10 personnes. En quelques semaines, ils les ont dans la main, ils arrivent à les promouvoir dans le sens que vous avez promu. Et pour ça, il faut avoir confiance en soi, il faut arriver à s'exprimer correctement pendant l'entretien. C'était le débat d'hier, vous l'avez suivi, sur l'éloquence et la capacité d'être capable de s'exprimer et de porter aussi ses émotions, c'est important. Yvon Gattaz, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Évidemment, vous revenez quand vous le souhaitez, parce que votre regard est très, très, très intéressant, tant sur notre économie que sur l'emploi. Amélie Favre-Guittet, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Soyez à la fois modeste et passionné, si je veux résumer ce que vous nous avez dit. Merci, Amélie. Et curieux. Et surtout, essayez d'avoir les yeux qui brillent si vous êtes recruté par Yvon Gattaz. C'était un clin d'œil. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Merci à Hector Imblot à la réalisation aujourd'hui. Merci à Fanny Griesmer, évidemment, à toutes les équipes techniques. Je vous retrouve demain et on va s'intéresser justement à l'idée que le diplôme ne fait pas le moine. C'est qu'on peut aussi faire une belle carrière en partant de rien, en n'ayant pas eu de diplôme. Ça marche, on en parlera sur ce plateau. Je serai là, évidemment. Portez-vous bien. D'ici là, bye bye.